Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, on va voir les différentes solutions ou quelles solutions sont possibles pour lutter contre le stress hydrique. J'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Molin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes agriculteur avant tout en Charente et cofondateur d'Elicit Plan. On aura l'occasion d'en parler par la suite. À ma gauche, Luc Servant, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Charente-Maritime et président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et David Gouache, bonjour David. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes directeur adjoint et directeur donc des opérations de recherche de terre Innovia. Alors, Aymeric, la première question elle est pour vous. Pourquoi il ne faut pas confondre stress hydrique et sécheresse? C'est vrai que des fois, on pourrait faire un peu l'erreur. En fait, effectivement, dans l'esprit du grand public, les sécheresses, c'est quand il y a un phénomène climatique très marqué avec un manque d'eau prononcé pendant des durées très longues. Mais en fait, la plante a toujours besoin d'eau pour pousser, pour faire sa photosynthèse. Et dès qu'elle manque un petit peu d'eau, c'est les rendements qui commencent à chuter. Donc, dans certains sols très superficiels, parfois au bout de quelques jours sans eau, on commence à avoir des impacts du stress hydrique, ce qui est très différent d'un phénomène de sécheresse beaucoup plus global. D'accord. Luc Servant, quel est l'enjeu de la lutte aujourd'hui donc justement contre le stress hydrique? Et évidemment, on pense au réchauffement climatique. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui est principal en agriculture, puisque d'une part, il faut qu'on maintienne la production, voire qu'on la développe, dans un contexte de climat qui est très différent. Et on le voit, le changement climatique, ça se traduit certes par une hausse de température, mais ça peut être aussi par des gels tardifs, on l'a vu l'an dernier, par des sécheresses précoces, des sécheresses d'hiver. Donc on est sur un climat qui est complètement différent. Il faut que les cultures puissent effectivement s'adapter à ce changement climatique. Et nous, au niveau technique, Chambre d'agriculture, on accompagne les agriculteurs. Alors, il y a des solutions techniques par des changements d'espèces, de cultures, par des adaptations, par des changements de date, de semis. On va semer les cultures de maïs, par exemple, plus tôt pour éviter qu'elles arrivent en plein été ou là où les températures sont plus élevées, en pleine floraison, où c'est le stade le plus sensible. Les blés, pareil, un peu plus tôt pour éviter qu'ils arrivent au mois de mai ou juin à maturité, au moment où les températures commencent à monter. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le climat est en train de tellement changer, on ne sait plus finalement à quel moment on va avoir les fortes hausses de température. Il y a 3 ans, les grosses températures, c'était au mois de juin. Les 46-47 degrés dans le sud-est, c'était au mois de juin. C'était plus au mois d'août. Donc on a vraiment des changements comme ça. Et donc aujourd'hui, les autres pistes qui a adaptées, c'est vraiment dans la génétique, dans les variétés et dans l'innovation, peut-être trouver des nouvelles techniques qui permettent aux cultures de mieux supporter ce changement climatique. Et c'est là où on attend beaucoup justement de la recherche et de l'innovation, puisqu'on voit que l'enjeu finalement, il dépasse un peu ce qu'on avait jusque-là, où les réponses ne seront plus les mêmes. Ce dont a parlé Luc, stress hydrique, réchauffement climatique, David, ça peut poser la question de la survie de certaines filières? Oui, absolument. C'est particulièrement vrai dès qu'on est sur une filière de plus petite taille où les à-coups de volume de production, ça peut avoir des effets très très puissants sur les prix, sur les volumes et derrière les survies de filière. Donc on a des phénomènes très aléatoires. On a connu l'année qui vient de s'écouler, une année particulièrement difficile en lentilles, par exemple, avec des chutes de production absolument drastiques qui ont vraiment mis à mal toute la structuration de filière qui s'est développée ces dernières années. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut avoir à l'esprit, pourquoi c'est important et plus qu'important de se préoccuper de la question du stress hydrique, c'est parce qu'en contexte de changement climatique, il se passe 2 choses. Le climat, il est en train de changer, il est transitoire, donc il y a toujours des choses nouvelles qui vont nous arriver, qu'on n'a jamais vues, qu'on ne peut pas anticiper. Bon, ça, on peut gérer des risques, mais on ne peut pas les réduire. La question hydrique, elle, on sait que ça s'empire. On le sait dans toutes les projections depuis longtemps, et en particulier parce que ce n'est pas qu'une question de pluie, c'est aussi une question de température. Ça, on sait que ça augmente. Donc, ne pas mettre en place des adaptations sur un phénomène qu'on est capable d'anticiper, qu'on sait qu'il va s'empirer, c'est assez criminel en fait dans le contexte actuel. Et du coup, en particulier pour des petites filières, on a un enjeu là-dessus. Alors quand on parle développement de nouvelles filières, on pense beaucoup en ce moment aux protéines végétales, donc aux légumineuses notamment. Les légumineuses, c'est formidable parce que ça fixe l'azote de l'air par la symbiose. Tout le monde dit que c'est la grande force de ces cultures, à juste titre. C'est aussi leur grande faiblesse parce que la symbiose, elle dépend de l'eau.
elle est très très affectée par le stress hydrique. Donc typiquement, traiter cette question-là pour développer nos filières légumineuses, nos filières à protéines, c'est absolument central dans les années à venir pour faire en sorte que ces bonnes intentions et cette dynamique qu'on crée, elles ne s'écrasent pas sur le mur du changement climatique. Alors, ce n'est pas nouveau. Si on regarde depuis des décennies, l'agriculteur s'est toujours adapté. Et vous, d'ailleurs, dans vos régions en particulier, concrètement, il y a quoi comme solution aujourd'hui ? Alors, il y a une solution qui est utilisée depuis longtemps, c'est le recours à l'irrigation, qui est effectivement une première solution pour apporter de l'eau à la culture au moment où il le faut, où elle est nécessaire. Mais on sait aussi que dans le contexte de changement climatique, on va avoir peut-être de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins en eau. En tout cas, le Varenne de l'eau, agricole de l'eau et du changement climatique, a permis de poser le sujet sur la table et de dire comment on peut, sur les territoires, en fonction de l'eau disponible, apporter ou répondre aux besoins de l'agriculture. Mais tout ça n'empêche pas derrière de chercher l'efficacité ou l'efficience la plus forte pour l'eau. Et c'est ce qu'on dit en fonction de l'eau et de l'agriculture qui n'irrigue pas, qui a elle, une certaine disponibilité en eau par la pluie qui tombe ou par la disponibilité en eau dans les sols. Il faut qu'on ait l'efficience la plus forte possible. Et aujourd'hui, dans le contexte, comme ça a été dit, de nécessité de développer la production pour l'alimentation, pour la question de l'énergie, pour restocker du carbone, on voit qu'il faut qu'on fasse fonctionner à plein la machine végétale, on dit, effectivement. Donc il y a besoin de soleil et d'eau et de sol. Et il faut qu'on puisse effectivement valoriser au mieux toute cette ressource en eau. Alors il y a les questions techniques sur le travail du sol, avoir une structure du sol, un sol vivant, plus riche en matière organique, qui permet de retenir le plus d'eau. Ensuite, il y a le type de culture qui peut aller chercher cette eau en fonction. Il y a certaines cultures dont on sait qui sont plutôt assez feignantes, on va dire entre guillemets, pour aller chercher de l'eau, et d'autres qui vont avoir la capacité à aller chercher vraiment jusqu'à la dernière goutte d'eau disponible. Et puis après, il y a toutes les nouvelles techniques, je reviens là-dessus, sur l'innovation, la recherche. On a vu jusque-là que quand on travaillait avec la génétique, on se disait il faut qu'on ait des variétés plus rustiques qui supportent plus justement ces changements climatiques. Mais très souvent, c'était un peu au détriment de la productivité. Et le développement des variétés qu'on a eues, c'était plus de productivité, mais parfois moins de rusticité ou moins de capacité à supporter ces à-coups climatiques. Et là, il faut vraiment qu'on trouve... par ces nouvelles techniques ou ces innovations, la capacité de maintenir la production, voire de la développer et de supporter ces à-coups climatiques. Et après, il y a toute l'agronomie, le retour de l'agronomie, enfin ça on le dit aussi, il faut qu'on remette vraiment de l'agronomie dans les fermes, dans les champs, parce que c'est aussi un rôle important dans la succession des cultures, dans le travail de sol, dans les couverts végétaux. Il y a encore beaucoup de pistes à développer. Alors vous avez parlé d'innovation, ça tombe bien, parce que si vous êtes là, c'est que vous proposez une innovation. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport aux solutions déjà évoquées ? Alors, avec l'équipe de recherche qu'on a dans l'entreprise Illicit Plantes, on a cherché à comprendre comment les plantes naturellement s'adaptaient au manque d'eau. Donc, quand elles ont plus d'eau dans le sol, elles commencent effectivement à s'adapter, à adapter leur physiologie, à fermer leurs stomates, à faire plus de croissance racinaire. Donc, elles évaporent moins d'eau et elles cherchent de l'eau plus profondément. Et donc, on a constaté qu'il y avait un composé des membranes des cellules végétales, les phytostérols, qui sont responsables d'un message important d'adaptation physiologique de la plante. Simplement, au lieu d'avoir une adaptation lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le sol, un peu à l'image du vaccin qui travaille par anticipation, on va venir modifier la physiologie de la plante avant qu'elle n'ait plus d'eau. Et donc, elle va économiser l'eau dans le sol pour ne pas être pénalisée par le manque d'eau et donc avoir quelques jours de plus sans être en dessous du point de flétrissement, qui est le moment où elle perd du rendement, et notamment sur des cultures sensibles. Donc nous, on a développé cette solution-là sur 2 premières cultures, le maïs et le soja, et on espère avoir rapidement la possibilité de le vendre sur tournesol, qui, contrairement à ce que les gens imaginent, est une plante qui peut avoir des rendements qui baissent très fortement par le manque d'eau. Elle est censée plus résister parce qu'elle a quand même un rendement intéressant, mais le manque d'eau sur tournesol est très pénalisant également pour la filière. On voit les différences de rendement entre 2021 et 2020, ça n'a absolument rien à voir. Mais comment faites-vous pour vous approvisionner en phytostérols alors ? Alors, les phytostérols sont donc des composés naturels des plantes, et notamment on les trouve en grande quantité dans les plantes oléagineuses. Et donc c'est au moment de la trituration des graines oléagineuses, et notamment lorsqu'on purifie l'huile, il y a des vapeurs, et dans ces vapeurs qui sont condensées, on retrouve les phytostérols avec d'autres éléments, et c'est là qu'on vient les chercher. Donc notre solution est biosourcée. Et comment vous les appliquez sur les plantes ?
Alors l'application est assez simple, c'est par pulvérisation au moment où il y a une surface foliaire suffisante pour recevoir, parce qu'on passe par les feuilles pour avoir cet effet-là, qui est rémanent après pour toute la durée de la vie de la plante. Et donc la difficulté que l'on a eue et le verrou technologique que l'on a levé, c'est d'arriver à introduire ces phytostérols à travers la plante et notamment à travers la cuticule. Parce qu'il fallait que ce soit simple pour l'agriculteur. David, est-ce que ça vous semble intéressant? Puisqu'on le sait, hein, il y a des fois des cultures qui ont une variabilité de rendement qui est importante en fonction des conditions climatiques. Est-ce que c'est un moyen de convaincre les agriculteurs justement de se tourner vers ces cultures dont on a besoin? Alors, on va dire que de manière générale, l'innovation, ça a toujours été un driver dans notre pays, une motivation pour dynamiser des cultures. Ensuite, dans le cas particulier là, de la solution qui est évoquée, ce qui est, on va dire, relativement amusant avec l'exemple du tournesol, c'est qu'en fait, c'est typiquement si on dit que le tournesol est relativement rustique, c'est précisément parce qu'il a déjà spontanément, dans sa physiologie, ce genre d'adaptation. En fait, c'est une plante qui est capable effectivement de limiter, pour conserver de l'eau, sa consommation tôt en culture, si et seulement si elle ressent au début et au démarrage un peu de stress. Hein. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dans la reproduction, finalement, au travers d'une approche produit, d'une physiologie qui est spontanément celle du tournesol. Alors, est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Parce que ça nous place quand même d'emblée dans un contexte où on se dit de toute façon, je vais souffrir en fait. On fait l'hypothèse qu'on va souffrir comme ça. Et ce qui est bizarrement, paradoxalement, aussi la faiblesse d'une culture comme le tournesol, c'est comme on sait qu'elle va être capable d'encaisser, du coup on la met toujours dans les pires situations. On la met dans les pires terres, on ne l'irrigue jamais, etc. Or, dans un certain nombre de cas, l'enjeu c'est aussi de réussir à positionner cette diversité de cultures de filières un peu plus petites dans des contextes de production qui sont plus favorables à la fois sur le rendement moyen et sur la variabilité, sachant que souvent quand même les endroits où on fait plus de rendement en moyenne sont aussi un peu plus stables. Donc là, l'enjeu, on va dire que c'est une contribution parce qu'on peut imaginer que ça nous stabilise quand même dans un certain nombre de situations. Mais après, le pas supplémentaire, c'est de réussir à faire en sorte que l'irrigation notamment, et plus généralement le choix d'affecter certaines de ces cultures à des sols avec un petit peu de potentiel, ça soit quelque chose qui se fasse avec un raisonnement peut-être un peu plus diversifié qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, notamment sur le plan économique. Avis partagé? Oui, exactement. Je pense que c'est un vrai sujet, les filières comme le tournesol, le soja, pour arriver à les développer, il faut arriver à sécuriser les revenus des agriculteurs. Et c'est vrai que Terra Innovia, justement, travaille sur les conseils qu'il peut y avoir. Et nous, on pense, dans cette logique-là, arriver à contribuer à maintenir ou à réduire les écarts de rendement que l'on peut constater pour que les revenus dégagés soient plus stables et donc que l'appétence pour les cultures soit plus importante. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Vous allez développer ce produit, le Besta, à l'étranger ou pas? Alors oui, on avait développé dans un grand pays de l'Europe, l'Ukraine, qui est un gros pays producteur de tournesol. C'est le deuxième producteur de tournesol dans le monde après la Russie. Et donc on avait une équipe présente là-bas pour développer. L'autorisation? Et on avait obtenu l'autorisation de mise en marché juste cette année. Donc évidemment, le développement est complètement stoppé. Et par ailleurs, on se développe au Brésil où on a une filiale. On a eu des essais dans 6 États du Brésil en 2022 pendant la SAFRA. Et là, l'énergie que l'on a, on va la mettre aux États-Unis dans la Corn Belt pour aller encore sur le soja. Bon, David Gouache, Luc Servant, Aymeric Molin, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Et puis merci à vous.